Transistor BJT, seconde partie, développement de son intuition face au BJT. La première partie est un prérequis à cet exposé. Les paramètres du circuit électrique, voltage et courant. C'est quelque chose de pouvoir analyser un circuit, mais c'en est une toute autre que de parvenir à un circuit qui se comporte comme on le souhaite. Une compréhension du calcul manuel devient utile, non pas pour obtenir une meilleure précision que ne le donne un simulateur, mais pour développer une intuition du comportement. On devrait être familier avec le comportement d'une diode. Un bon point de départ pour les transistors, c'est de supposer que ce sont un peu comme des diodes, mais où on échange le rôle du voltage avec le rôle du courant. Pour la diode, elle bloque le courant tant qu'un voltage n'est pas atteint, et à partir de ce voltage, dit voltage de seuil, le courant est possible. De plus, la chute de voltage aux bornes de la diode demeure alors pratiquement constante, même si le courant augmente. Pour le transistor, c'est le courant du collecteur, IC, qui sera pratiquement constant à mesure que la chute de voltage entre le collecteur et l'émetteur, VCE, augmentera. Mais de plus, alors que le voltage de seuil de la diode est fixe, pour le transistor, le courant de seuil, rebaptisé le courant de saturation, peut être choisi dynamiquement à l'aide de la chute de voltage entre la base et l'émetteur, VBE. De plus, pour un transistor en mode actif, le rapport entre le courant au collecteur, IC, et le courant à la base, IB, est approximativement constant. Tant qu'on est en mode actif, cette constante bêta peut être utilisée comme approximation. Avec un voltage et un courant à chaque broche, nous avons un total de 6 inconnus. Mais le transistor lui-même ne dépend pas du potentiel terrestre ou autre que ceux à ses broches. Ajouter le même potentiel à chacune de ces broches ne change pas le comportement du transistor. On peut donc soustraire VE à chaque broche. Pour le transistor ainsi isolé, on ne se retrouve qu'avec 2 voltages inconnus, non 3, VBE et VCE. Le voltage VCB s'obtient par VCE moins VBE. De même, si on néglige les effets capacitifs, on a, en tout temps, que la somme du courant du collecteur, IC, et du courant de la base, IB, doit égaler le courant de l'émetteur, IE. Pour les PNP, l'équation des courants est semblable, mais le courant conventionnel sort de la base et du collecteur, de sorte que IC plus IB égale encore IE. Et les voltages généralement positifs sont VEB et VEC. En fait, ici aussi, on soustrait un voltage à toutes les broches, mais maintenant, c'est VC qui est utilisé, généralement le plus petit, pour obtenir VEC et VBC. Mais VBC est moins important que le voltage aux bornes de l'émetteur. De VBC et VEC, on a VEC égale à VEB plus VBC. Et donc, il est raisonnable d'utiliser simplement VEB et VEC comme voltages principaux. Pour un NPN, on sait qu'on peut déterminer le courant IC si on connaît VBE. Pour inclure l'effet de Hurley, on se doit de connaître VCE également. Par contre, pour un calcul manuel, on peut remplacer cette équation reliant 3 de nos variables par une équation approchée qui simplifie grandement les calculs qui, s'ils deviennent approximatifs, demeurent utilisables pour se faire une idée. Et cette équation simplifiée n'est rien d'autre que VBE égale VBE1 en mode actif ou VCE égale 0,2 V en mode saturé. En mode actif, on possède également une équation des plus utiles quand vient le temps d'utiliser une boucle de contrôle. Le courant IC est égal à bêta fois le courant IB. Il faut cependant revérifier que les résultats obtenus sont en accord à ce qu'on est en mode actif quand on utilise cette hypothèse. En mode actif, on peut remplacer les 3 courants par un seul puisque, pour un NPN, IC égale bêta fois IB et que IE égale bêta plus 1, facteur de IB. Ainsi donc, seul IB demeure inconnu. Il en va de même pour un PNP, mais avec IB sortant de la base et IC sortant par le collecteur alors que IE entre par l'émetteur. Une représentation graphique parle probablement mieux qu'une description. Pour les courants, IE est selon la flèche du symbole pour un courant conventionnel et contre la flèche pour le courant électronique. Pour les voltages, la diode de l'émetteur doit être polarisée en direct, donc selon la flèche du symbole. Et c'est ce voltage qui est utilisé dans l'exponentielle dans l'équation de Shockley. Pour IB, la relation IC plus IB égale à IE tient tant pour un NPN que pour un PNP.
pour ce qui est de l'effet de Hurley, le courant IC se doit d'augmenter si VCE, pour un NPN, ou VEC, pour un PNP, augmente. Ici, VA est une valeur négative et VEC, pour un PNP, est une valeur positive, si bien qu'on obtient effectivement une augmentation de IC pour une augmentation de VEC. Mais une fois encore, nous n'utiliserons pas l'équation de Shockley pour un calcul manuel. Au lieu d'utiliser l'équation de Shockley, comme la diode base émetteur agit principalement comme une diode, on suppose que soit qu'elle est à sa tension de seuil et qu'on est en mode actif ou saturé, soit qu'on est en mode bloquant. Ce n'est qu'une approximation, mais qui ne s'écarte pas trop de la réalité. Pour un calcul manuel, cette approximation est généralement avantageuse. Si on désire plus de précision, on peut toujours utiliser un simulateur. Pour notre exemple de la première partie, nous avions une source de voltage constant de 1 V à la base. Une boucle de contrôle ne faisant intervenir que IE, transformée en bêta plus 1, facteur de IB, nous permet de déterminer IB. Ce qui nous donne IC, si tant est qu'on est en mode actif. Tous les courants et tous les voltages sont maintenant connus, à l'exception de VG1, le signal, qu'on a fait varier de 1 à 4.3 volts, lors d'un exemple précédent. Pour quel voltage de VG1 est-ce que notre hypothèse de mode actif demeure valide? La première hypothèse que VBE soit de 0.8 volts implique que VR1 se doit d'être moins que 0.2 volts. La seconde hypothèse est de ne pas entrer en saturation. Cette limite est à ce que VBE soit égal à VCE. Considérons la boucle de contrôle par VG1, VCE et VR1, avec VCE égal à VBE pour obtenir la limite de saturation. Cette boucle de contrôle fournit VG1 égal à 1 pour la limite de saturation. Toute valeur supérieure nous laisse en mode actif. Petit rappel, il y a 1000 microampères dans un milliampère. Si on est confus par manque de familiarité pour ces préfixes moins usuels, on peut utiliser le moyen mnémotechnique suivant. De l'alphabet, on a déjà la séquence M, N, O, P. On répète le M, la copie est renommée mu, la lettre grecque qui correspond à la lettre latine M. On laisse tomber le O. On réobtient la séquence M, mu, N et P. Ce sont les préfixes métriques milli, micro, nano et pico. Et à chaque étape, on est 1000 fois plus petit. Pour les ampères, les unités usuelles sont le milliampère et le microampère. On essaie de conserver un nombre entre 1 et 999 inclus. Ainsi, on préfère 385 microampères au lieu de 0.385 milliampères. Pour les interfaces ne pouvant afficher le caractère de la lettre grecque mu, on utilise la lettre U. Voici un nouvel exemple avec plus de composants, plus de résisteurs et une DEL rouge. On peut enlever les voltmètres si on trouve le schéma trop encombré car les voltmètres ne font pas strictement partie du circuit. On suppose que la tension de seuil de la DEL rouge est de 1.6 volts, mais on ne nous dit pas si on peut supposer qu'elle est allumée ou pas. Note, on utilise le terme résisteur pour désigner l'élément et le terme résistance pour désigner la valeur ohmique du résisteur. Ainsi, le résisteur R1 est d'une résistance de 4.7 ohms. Cet exemple fait intervenir une charge, ici, la DEL, et les résisteurs qui servent à contrôler et la charge et le transistor, même si le transistor, dans ce cas, n'est là que comme nouvelle connaissance sans autre raison pour sa présence. On sait que la DEL a une tension de seuil de 1.6 volts et que le courant la traversant ne doit pas excéder 20 mA. On donne une valeur de bêta de 165. Comme c'est un rapport de deux courants, bêta n'a pas d'unité. Pour la solution avec un calcul manuel, on supposera que VBE est soit de 0.8 volts, soit moins que 0.8 volts. Dans ce dernier cas, aucun courant ne passe par le transistor agit comme un interrupteur ouvert, IC égale à 0. Et alors comme IC est égal à 0, on obtient IB égale à IE. La boucle de contrôle par V1, R2, VBE et R1 nous donne les voltages 1 égale 4.7 fois IB plus VBE plus 4.7 fois IE. Et comme IE est égal à IB dans le cas où IC égale à 0, on se retrouve avec IB égale à 1 moins VBE, le tout divisé par 9.4.
Ce courant est encore positif pour VBE aussi grand que 0.8 et donc, le transistor peut conduire. On suppose donc que c'est plutôt un cas où VBE est égal à 0.8. On est alors soit en mode actif, soit en mode saturé. Si on est en mode actif, VBE est égal à 0.8 et, en absence de l'effet de Hurley, le courant IC serait constant. Que V2 soit de 6 volts ou de 9 volts. Vérifions les courants et voltages qu'on obtient alors. Toujours avec la boucle de contrôle passant par V1, R2, VBE et R1, remplaçant VBE par 0.8 volts, VR2 par IB fois R2, soit 4.7 IB, et remplaçant VR1 par 4.7 fois IE, ou 4.7 fois 1 plus bêta facteur de IB. On nous a donné que bêta égale à 165 pour ce transistor. On trouve non seulement que IB est égal à 255 microampères, mais que R1 a 166 fois plus d'effet que R2 dans l'obtention de ce résultat. Si on poursuit, selon notre hypothèse, on calcule le courant IC qui, en mode actif, est fourni comme bêta fois IB, pour un calcul manuel du moins. Et 165 fois 255 microampères, ça nous donne 42 milliampères. Ce courant passe par la DEL rouge et par R3. Tout de suite, on se rend compte que c'est beaucoup trop pour la DEL. Mais peut-être sommes-nous en mode saturé, et non en mode actif? Pour confirmer ou infirmer notre hypothèse, à savoir qu'on est en mode actif, il faut calculer VCE et si VCE est supérieur ou égal à VBE, on est en mode actif. Si la DEL ne rend pas l'âme auparavant. Comme VCE est le voltage bloqué par le transistor, VCE n'est que rarement impliqué dans un boucle de contrôle en mode actif. Par contre, une fois que tous les courants sont déterminés, en plus de VBE, il devient aisé de calculer VCE en considérant une boucle qui l'implique. Ici, la boucle la plus simple qui l'implique c'est la boucle par V2, la DEL rouge, R3, VCE et R1. V2 vaut 6 volts, la DEL capture 1.6 volts, R3 capture 22 fois IC, soit 22 fois 0.042 et finalement, le voltage capturé par R1 est de IE fois 4.7. On trouve ainsi que VCE est de 3.28 volts, et donc que VBE est compris entre VCE et VBE1. On est bien en mode actif. Mais si on avait supposé être en mode saturé? On peut alors supposer une valeur de VCE de 0.2. La boucle par V2, DEL, R3, VCE et R1 donne que V2 est encore de 6 volts, la DEL est encore de 1.6 volts, le voltage par R3 est de IC fois 22, le voltage VCE est de 0.2 et le voltage par R1 est de IE fois 4.7. On a encore la boucle par V1, R2, VBE toujours à 0.8 volts, et encore le voltage par R1 égal à 4.7 fois IE. Une troisième équation est fournie par IC plus IB égale à IE. En effet, on sait qu'en saturation, bêta varie beaucoup et ne peut plus être utilisé. On peut alors s'amuser à résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus. Encore une fois, les 3 équations étant la grande boucle par V2, la petite boucle par V1 et la somme des courants par le transistor. La solution nous donne un IB légèrement négatif. IB est positif avec VCE supérieur à 845 mV et plus. On n'est pas en mode de saturation dans ce cas. Notez qu'il existe des outils pour résoudre un système d'équations sur des sites comme calculi.net. Nous sommes donc en mode actif et, avec un calcul manuel, nous demeurons avec 42 mA que V2 soit de 6 volts ou de 9 volts. Passant de 6 à 9 volts, le courant bloqué par le transistor passe de 3.28 volts à 6.28 volts, tout simplement. Notons que, passant de 6 à 9 volts, la puissance émise par V2 passe de 0.042 fois 6 à 0.042 fois 9, puisque la puissance est le courant fois le voltage et que, ici, le courant demeure inchangé. La seconde partie du problème était de modifier un des 3 résisteurs pour rendre le courant par la DEL à 20 mA. Puisqu'il est logique de penser qu'on demeurera en mode actif, on a vu que R3 subit plus qu'il ne contrôle le courant et que face à R1, l'influence, ici, de R2 est négligeable. On cherchera donc à modifier R1.
Même sans faire les calculs, on devrait voir qu'en mode actif, R1 est traversé par un courant approximativement bêta fois plus grand que celui traversant R2. Donc, qualitativement, on devrait pouvoir pointer du doigt R1 comme le résisteur clé de ce circuit. Supposant être en mode actif et connaissant IC de 20 mA, selon ce qui est désiré, on calcule IB en divisant par bêta. La boucle de contrôle par V1 gouverne encore, mais cette fois, laissons R1 inconnu. On devrait pouvoir calculer que cela nous amène à porter R1 à 10 ohms. Mais une fois qu'on a identifié que c'est R1 qu'il est préférable de modifier, on peut utiliser le simulateur. Mais commençons par l'utiliser pour valider nos résultats obtenus par notre calcul manuel que nous savons approximatif. On se rend compte que le VBE qu'on avait estimé était en dessous de ce que nous donne le simulateur, qui lui nous donne une valeur de 884 mV. Pour trouver la nouvelle résistance du résisteur R1, nous utiliserons un calcul DC transfert caractéristique. Le formulaire impliqué nous demande quelle valeur doit varier et entre quelles valeurs. Ici, nous avons spécifié que c'est R1 qui doit varier entre 0 et 220 ohms. On demande également de calculer R1 pour 98 valeurs intermédiaires entre ces deux limites. De la courbe de notre intérêt obtenue par le simulateur, la courbe du courant IC, on peut, à l'aide d'un curseur, demander la valeur désirable, pour nous, 20 mA. La courbe nous indique que ce qu'il nous faut pour cet objectif, c'est une résistance de 6,46 ohms. On peut répéter l'exercice pour les deux autres résisteurs. Pour R2, il faudrait passer à 290 ohms. Mais pour ce qui est de R3, on passera à 210 ohms, mais on est alors en saturation, comme on pourrait le voir sur le tracé de VBE et de VCE, avec des curseurs. VBE serait supérieur à VCE. Ces deux derniers exemples utilisaient deux sources, une pour la base et une pour le circuit. Cet agencement est peu fréquent, par contre. Il est plus fréquent de n'utiliser qu'une seule source de voltage. Précision sur le passage du mode actif au mode de saturation, et vice-versa. Lorsque VBE approche la valeur de VCE, le transistor entre en mode de saturation. La valeur de bêta diminue rapidement une fois que VBE dépasse VCE, en fait lorsque la diode VCE devient passante, si bien qu'on ne peut plus se fier à la valeur typique de paramètre, à moins qu'il ne soit spécifiquement fourni dans la fiche technique, pour cette condition. Lorsque VBE dépasse largement VCE, la valeur de VCE peut devenir relativement petite, entre 0,2 et 0,4 volts, et même moins. Mais quand on dit lorsque VBE approche la valeur de VCE, on peut laisser penser qu'on quitte le mode actif pour entrer dans le mode de saturation, mais ce n'est pas toujours le cas. Même que c'est souvent l'inverse, on quitte le mode de saturation pour entrer dans le mode actif. En fait, au démarrage, on est au mode bloquant avec VBE égale VCE égale 0, car VBE est inférieur à VBE on. Puis, on passe sûrement par le mode de saturation avant d'atteindre le mode actif, pour retomber quelquefois en mode de saturation. Tout dépend de la façon dont VBE et VCE progressent. En fait, si VCE est fixe et qu'on augmente VBE graduellement, on se rend compte qu'il est possible de passer du mode actif au mode saturé. Car avec VCE fixe, sur le diagramme IC versus VCE, on demeure sur une verticale. Par contre, si VBE demeure fixe et que VCE augmente, comme on demeure sur une branche décrite par le VBE fixé, on peut très bien, dans ce cas, passer du mode saturé, c'est-à-dire sur la portion presque verticale, au mode actif, soit la portion presque horizontale, à mesure que VCE augmente.
Il est donc possible de passer du mode actif au mode saturé, ou tout aussi bien du mode saturé au mode actif, alors que les voltages augmentent. De nos jours, on utilise principalement le BGT comme commutateur et on vise alors le mode de saturation pour minimiser les pertes. On désire connecter une charge équivalente à 470 ohms à une source de voltage constant de 12 volts. La commande sera émise sur la base d'un P2N2222A, un NPN. On a le choix de connecter la base à 1.5 volts ou à 5 volts. Si on désire minimiser les pertes d'énergie ou de puissance, doit-on utiliser 1.5 ou 5 volts? On rappelle que la puissance est le produit du voltage par le courant et que l'énergie est le produit de la puissance par le laps de temps. Minimiser l'un ou l'autre est donc équivalent, dans ce cas-ci. On va utiliser le simulateur pour couper court aux protestations du genre. Mais si on était plus précis, Qui pourrait avoir cours avec un calcul manuel? On va même aller jusqu'à utiliser un wattmètre. On le branche comme un ampèremètre, car on veut mesurer le courant, et comme un voltmètre, puisqu'on veut mesurer la différence de voltage entre deux points. Le simulateur nous retourne un courant de 25 mA et de 186 microvolts, laissant 297 mW pour la charge, sous 1.5 V à la base. Et avec 5 volts à la base, il y a 267 mW au résisteur. Pourquoi est-ce préférable sous 1.5 V que sous 5 volts à la base? Simplement parce que sous 5 volts à la base, on est en mode actif et sous 1.5 V, on est en saturation profonde. Ça se voit avec VCE, que 186 mV prélevés par le transistor en saturation profonde, mais 802 mV prélevés en mode actif. Pour un transistor utilisé comme commutateur, on préférera souvent le mode de saturation au mode actif. Ou, à tout le moins, on vérifiera. Mais, en effet, peut-on faire mieux que notre circuit en saturation? C'est, encore, un cas pour le DC Transfer Characteristic. Merci Liam. On connaît la procédure. On trouve que l'optimum est proche du 1 V à la base. toujours pour ce qui est de la charge, où doit-on la placer? Pour un NPN, est-ce entre la borne positive de la source et le collecteur, ou est-ce entre la borne négative de la source et l'émetteur? Les deux solutions sont possibles, mais encore faut-il en voir les avantages et les inconvénients. Techniquement, une solution exigeant une petite valeur pour, ici, V2, est préférable à une solution exigeant une forte valeur de V2. Les deux transistors sont bloquants lorsque V2 est à 0. T1 devient passant, saturé ou actif, lorsque V2 atteint les 800 mV. Mais pour que T2 soit passant, il faut aussi VBE proche des 800 mV, mais alors que VB est égal à V2, VE, lui, est donné par IE fois R2. Donc, VBE de 800 000 V exige V2 de 0.8 plus IE fois R2. L'arrangement pour T2 exige donc une valeur plus élevée pour V2. L'arrangement pour T2 est donc moins préférable pour ce qui est de la valeur que doit fournir la commande à la base du transistor. On dit que pour T1, c'est un cas de charge haute et pour T2, que c'est un cas de charge basse. Pour ce qui est de la sécurité, on considère que les câbles ne sont pas exposés, mais que les charges le sont, possiblement, pour entretien ou autre. On considère aussi que les transistors agissent comme des interrupteurs. Dans le cas de T1, s'il se produit un court-circuit lors d'une manipulation, ouvrir le commutateur ne change rien, l'électrocution se poursuit. Mais pour l'arrangement de T2, un court-circuit de R2 à la masse cheminant par le technicien de maintenance, T2 peut interrompre le circuit, détachant le technicien de l'effet de V1. Dans les cas où la sécurité est primordiale, les charges hautes sont proscrites. Toujours en considérant la sécurité, un interrupteur mécanique pour un petit voltage à la base est préférable à un interrupteur mécanique qui interrompt un fort voltage. Entre autres,
les interrupteurs mécaniques peuvent arquer lors des déconnexions et des connexions, avec plus de probabilité à mesure que le voltage impliqué augmente. Puissance sous faible fréquence. La puissance se définit comme le produit du courant par la différence de voltage aux bornes de l'élément. Comme un transistor possède 3 bornes, il y a 2 différences de voltage, nommément VBE et VCE. Pour ce qui est des courants, on utilise IB et IE. En mode bloquant, même si VCE peut être très élevé, comme IE est nul, car bloqué, aucune puissance n'est consommée par le transistor dans ce cas. On prend note qu'il est possible qu'une bonne portion de la puissance utilisée par le transistor peut provenir de la base, surtout en mode de saturation. Les fiches techniques des transistors sont pleines d'informations, mais encore faut-il les déchiffrer. Ici, nous explorerons la fiche d'un 2N2222. Une première information importante, c'est l'ordre des broches. Tous les NPN n'ont pas nécessairement l'ordre émetteur, base, collecteur. Cet ordre est donné de gauche à droite, lorsqu'on regarde la face plate du transistor. En cas de doute, mieux vaut bien vérifier. Un second critère important, c'est la puissance que peut dissiper le transistor, surtout s'il vient dans un boîtier TO92. Les valeurs dans la section D. Absolute Maximum Rating sont des valeurs à ne jamais dépasser. Ce ne sont pas des valeurs recommandées. Ce sont des valeurs limites accidentelles, très brèves. Dans certains cas, dépasser ces limites invalide les autres caractéristiques du transistor qui deviennent ainsi compromises. VCB0 indique le voltage VCB maximal lorsque la troisième broche, E, est à 0 V. Donc, accidentellement, le voltage que peut bloquer la diode BC, en inverse, est de 60 volts. On comprend que VCE0, c'est le voltage maximal VCE lorsque VB est 0. On prend note que ce voltage bloqué entre le collecteur et l'émetteur est plus critique que le précédent. En général, VXY0 implique que la broche non nommée est ouverte, à courant nul. VEB0, c'est le voltage VEB maximal lorsque VC est nul. Dans ce cas, c'est le voltage maximal que peut bloquer VBE, en inverse, limité à 5 volts. En effet, VEB c'est moins VBE. Donc, la valeur la plus négative pour VBE est de moins 5 volts. Si le voltage à l'émetteur est plus grand que celui de la base, de plus que 5 volts, même accidentellement pour un bref moment, on a un problème. Ces limites absolues ne sont généralement pas vérifiées par les simulateurs. On quitte les valeurs à ne pas dépasser absolument pour les valeurs limites habituelles. Ce sont des limites pour lesquelles les autres caractéristiques demeurent stables. Elles sont généralement fournies pour une température des jonctions du transistor à 25 degrés Celsius. Ces valeurs ont 3 sections, soit la valeur minimale garantie, une valeur typique et une valeur maximale garantie. Généralement, cette garantie implique qu'il est encore possible qu'un composant matériel soit au-delà ou en deçà, mais avec une probabilité infime. HFE donne en fait la valeur bêta. On se rend compte que cette valeur est variable selon le courant du collecteur et ce, pour un VCE donné constant. On trouve également la valeur du courant ICB maximal lorsque le transistor est en mode bloquant. La valeur minimale de ce courant ne fait pas de sens et n'est donc pas fournie. Des voltages maximaux sont listés lorsque le transistor est en mode de saturation. Les maximums sont les valeurs d'intérêt, car souvent, ce sont ces valeurs qui sont les plus pénalisantes. Le voltage VBE-SAT est le voltage maximal pour VBE, sous les conditions fournies. Il arrive que des valeurs soient voisines des limites d'utilisation, ce qui permet d'analyser un circuit proche de cette limite. Petit résumé des modes directs de fonctionnement pour un NPN lorsque VC est positif.
Un bref rappel des 3 modes directs pour un transistor BJT, et en particulier, pour un NPN. En tout premier lieu, il faut VCE plus grand ou égal à 0 V. Si on préfère, il faut que la tension au collecteur, VC, soit supérieure à celle de l'émetteur, VE, pour chacun de ces modes. Autrement, nous ne sommes pas dans un des modes directs. Si VBE est inférieur à VBE on est en mode bloquant et le courant à la broche du collecteur, IC, est nul. On peut imaginer que VBE est entre 0.6 et 0.8 V. Dans ce mode, le transistor peut être vu comme un interrupteur mécanique ouvert. Il existe un très faible courant qui peut réussir à passer, mais il est généralement négligeable. Pour les 2 autres modes, on aura VBE supérieur ou égal à VBE soit le mode actif si VBE est également inférieur à VCE. On peut utiliser l'équation de Shockley pour déterminer le courant IC, avec ou sans effet de Hurley. Manuellement, on fera souvent IC égal à bêta fois IB, le courant à la base du transistor. On utilise ce mode pour amplification proportionnelle de signaux, mais aussi en mode d'interrupteur laissant passer le courant et pour d'autres montages spéciaux des plus utiles. Ce mode est généralement bien rendu par les nombreux simulateurs numériques. Le dernier mode de notre liste est le mode de saturation. C'est un mode où VBE devient supérieur à VCE, ou, si on préfère, tel que VB est une tension supérieure à VC. 2 groupes sous ce mode, la saturation légère, mode où bêta est encore utilisable sans trop s'écarter de ce qu'on obtient en test réel, et la saturation profonde pour laquelle VBE excède fortement VCE par plus de 0.4 V. Le mode de saturation est souvent le mode désirable lorsque le transistor est utilisé comme interrupteur, de par son faible prélèvement de voltage, VCE, qui peut être de 0.2 V et même moins dans certains cas. Dans le mode actif, lorsque VBE est compris entre VBE on et VCE, la diode base collecteur peut bloquer un voltage VCB égal à VCE moins VBE car la diode BC est alors polarisée en inverse. Mais comme la région de la base est très mince, un courant conventionnel peut passer du collecteur à l'émetteur. Si on ne s'intéresse qu'aux modèles accessibles à un calcul manuel, on peut considérer que la valeur bêta est plus ou moins constante pour ce mode. Le calcul manuel est alors basé sur la notion de boucle de voltage de contrôle, tout en remplaçant IE et IC par une expression les reliant à IB via la valeur de bêta. La boucle de contrôle passe rarement par le collecteur du transistor puisque le voltage qui y est présent agit plutôt comme réservoir de tension qui s'y trouve bloqué, ou en surplus, ou en attente d'être mobilisé. En saturation légère, la diode base collecteur passe graduellement d'une polarisation inverse à une polarisation directe. La valeur bêta du transistor du mode actif décroît et n'est plus très fiable, même pour un calcul manuel. On préférera souvent utiliser 2 boucles de contrôle, l'une passant par la base et l'autre passant par le collecteur. Au lieu d'utiliser bêta, pour substituer IC et IE en IB, on pourra supposer que VCE est de 0.2 V en plus de la relation que IC plus IB égale à IE. Les 2 boucles de contrôle impliquant IB, IC et IE, en plus de cette dernière équation forment 3 équations à 3 inconnues qu'on peut alors résoudre. En saturation profonde, la valeur de bêta n'est vraiment plus utilisable en tant que telle. On peut soit utiliser un modèle où les 2 diodes, BE et BC, sont passantes. Alternativement, on peut utiliser la même procédure que pour une saturation légère, mais sans passer par l'utilisation de bêta. La saturation profonde est un mode souvent visé lorsque le transistor agit comme commutateur lent, à faible fréquence. À haute fréquence, par contre, le temps de réponse du transistor peut alors devenir trop lent pour ce mode. Pour cette présentation, nous ne nous intéresserons qu'aux faibles fréquences, soit de 0 à 10 kHz, environ. Les modes inversés sont les modes où la tension est supérieure à l'émetteur plutôt qu'au collecteur. Pour les modes inversés, le courant conventionnel est donc contraire au sens de la flèche sur le symbole du BJT. Mais comme le collecteur et l'émetteur ne sont pas interchangeables, si les comportements sont grossièrement les mêmes qu'en mode direct, d'une part les rendements sont moindres et, surtout, la répétitivité n'est pas testée par les fabricants. Ces modes inversés ne devraient donc pas être privilégiés dans un dimensionnement, mais sont plutôt des cas d'exception pour analyser un « au cas où ».
Nous utiliserons un simulateur car lui, il permet de reproduire alors que pour un composant matériel, ça ne serait pas forcément le cas. On utilisera un circuit à 2 sources, mais maintenant, c'est la base qui reçoit un voltage qui varie dans le temps. Tel que montré, VG1 varie de 0 à 5 volts. On est donc toujours en un des 3 modes directs puisque V1, lui, est constant à 5 volts. En fait, on est soit bloquant, soit actif, direct, et à la limite de la saturation, VBE égale à VCE, sans entrer en saturation. On peut calculer bêta et on se rend compte qu'en mode actif, bêta, ici, est relativement constant, sous mode actif. Si on utilise un curseur, on se rendra compte que bêta est de 150, approximativement. Évidemment, en mode bloquant, et en transition vers le mode actif, bêta varie de 0 à sa valeur plus ou moins stable de 150 à 160. En passant, il n'y a pas de bêtamètre, alors comment on a fait pour obtenir cette courbe, Soutina? C'est un peu déviant. Il est vrai. Une fois qu'on a nos courbes habituelles, courant et voltage, on utilise le Post-Processor, qui est situé sous le menu Edit. Un sous-formulaire nous est présenté, mais la portion du bas est cachée. Par défaut, dans notre cas, il faut la faire apparaître. Puis, on demande un Advanced Edit. Dans le code, qui ressemble à du code en langage Pascal, langage de programmation qui n'est plus guère utilisé de nos jours, il s'agira de modifier la ligne F, 2 points égale 1 point virgule, ligne qui apparaît dans la zone texte sous Advanced Edit. Puisque nous désirons une courbe dans le temps, qui est obtenue depuis 2 courbes elles aussi obtenues dans le temps, ici IB et IC, sous Available curves. En haut, à gauche, on doit spécifier que F doit être égal à IC de T, divisé par IB de T, tel que montré, sans oublier le point-virgule qui indique la fin de ligne, en Pascal. C'est aussi un 2 points égal, non seulement un simple égal. Enfin, fournir un nom approprié pour la courbe calculée, sinon, on restera pris avec un MyExpression numéro. Cliquez sur le bouton Create. en bas à droite, et la courbe devient disponible. Évidemment, il faut éviter les erreurs arithmétiques, soit, par exemple, les divisions par 0. Heureusement, dans ce cas, IB de T n'est jamais 0. Ça passe comme un colis à la poste. Il se peut qu'on ait à insérer la courbe, bouton Add, et qu'on ait à la montrer ou à la cacher depuis le menu principal, View, du formulaire présentant les courbes. La nouvelle courbe, bêta, supporte les curseurs, comme le font les autres courbes. On peut également l'isoler ou la cacher, si besoin en est. La fonction maximum sur un intervalle n'existe pas, contrairement à LTSpace, mais on peut la repérer en déplaçant le curseur. Ici, bêta max est de 156. Et que se passe-t-il si on inverse collecteur et émetteur? Notez que l'émetteur du NPN est maintenant à un point de plus haut voltage que le collecteur. Le NPN agit donc en des modes inverses. Est-ce par étourderie ou volontaire? La légende ne le dit pas, mais voyons ce qui change. On n'a pas changé les étiquettes, les noms des courbes, mais le NPN est bel et bien inversé. C'est typique de ce qu'obtiendrait quelqu'un qui aurait positionné le NPN par étourderie. Comment s'en rendrait-on compte? Les courbes semblent pratiquement les mêmes, non? Eh bien, non. La valeur de bêta, sur le plateau de stabilité, est maintenant de 5, au lieu d'être 160. C'est 32 fois moins. Soit dit en passant, il y a quelqu'un qui trouve bizarre que IC ne soit pas constant? C'est que même en mode actif, pour que IC soit constant, il faut que VBE soit constant. Une faible variation de VBE amène une grande variation de IC dans l'équation de Shockley. Et c'est précisément le fait qu'une petite variation se traduit par une grande variation, ailleurs, qu'une amplification est possible. En fait, considérez 2 droites pratiquement parallèles qui s'interceptent en un point. Alors, modifier légèrement une des 2 droites change dramatiquement l'intersection.
Petite variation, grande répercussion, c'est le principe de l'amplification. Contrôler cette instabilité, c'est ce que nous verrons dans un prochain exposé. Pour l'instant, revenons au mode inversé. Autre question possible, c'est à propos du pic sur bêta, lors de la transition entre le mode bloquant et le mode actif. IB et IC sont très petits, de l'ordre du microampère, car la lettre U est souvent utilisée sur les appareils ne pouvant pas rendre le caractère grec de la lettre mu. Ces petites valeurs deviennent exceptionnellement sensibles aux erreurs numériques de représentation de nombres. La division de deux petits nombres ainsi possiblement entachés d'imprécision peut amener des artefacts numériques qui ne produisent pas d'effets réellement observables, en pratique. En effet, les électrons ne connaissent pas l'arithmétique et ne produisent pas ce pic. Ce pic n'est obtenu que parce qu'on utilise un simulateur numérique et c'est lui qui calcule bêta et produit ce pic non réel. En troisième partie, nous examinerons la polarisation des BGT à l'aide d'une seule source.